Ok. Salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Non, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'investissement. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Pour aller vite, j'ai construit une sorte de pipeline d'investissement. Donc, vous allez le voir dans la vidéo, il est assez complet, assez complexe. Donc, je vous ai fait, comme d'habitude, sur le notebook, un cours de comment ça fonctionne. Bon, évidemment, je vous donne pas les tips exacts pour pas dévoiler mes petits secrets. Mais ouais, en gros, donc je vous ai fait The Pipeline. Là, je vous le dis, ça va envoyer du lourd. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'ai toujours aimé l'investissement. Donc, en dehors du trading, c'est vrai que l'investissement me plaît beaucoup. Et je voulais faire les choses de manière, on va dire, de manière pérenne, de manière assez stable. Donc, je l'ai fait avec Python. Donc, faut savoir que c'est une architecture tout à fait banale, on va dire, c'est-à-dire un screener, donc avec certains critères, notamment des ratios financiers, supérieur à, inférieur à, etc. Vous allez voir, je vous ai mis un peu ce que j'ai utilisé. Ensuite, on va avoir, si je dis pas de bêtises, on va avoir un scoreur. Donc le scoreur, lui, il est basé sur un score sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Donc j'ai lu pas mal de papers par rapport à ça. Et en gros, on utilise les ratios financiers, le nombre de grammes, etc. Et ensuite, on a l'engine. En l'occurrence, moi, j'utilise une manipulation un peu plus complexe que ce que vous pouvez voir sur YouTube. J'utilise le HRP, donc c'est une Hierarchical Risk Parity Method, ce qui permet de limiter un peu la casse lors d'événements un peu macroéconomiques importants. Ensuite, j'utilise aussi Markowitz au cas où, si jamais j'ai envie de l'utiliser, je l'ai quand même codé. Donc vous allez le voir, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dans le module. Voilà, donc en vrai, on va se retrouver directement sur Visual Studio, hein, comme d'habitude. Hein. Hop là, tac. Ok, hop là, je vous cale bien, hein, je vous mets bien, histoire que voilà, on est en petit comité, on est tranquillou, pas de prise de tête. Je suis détendu aujourd'hui, je suis zen, quoi. Voilà. Donc en gros, comment ça marche? Donc voilà, là je vous explique brièvement. Donc directement, la première phase, pardonnez-moi, c'est la phase screener. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser certains ratios financiers. Vous pouvez retrouver ces fonctionnalités sur l'application TradingView si jamais vous ne voulez pas le coder vous-même. Moi, je me suis embêté entre guillemets à le coder moi-même parce que ensuite mes données screenées vont ressortir en CSV, ce qui sera plus facile à exploiter ensuite dans mes codes d'après. Donc là, comme vous pouvez le voir, on utilise le Return on Equity, le Earning Growth, le Current Ratio et le Forward PE. Donc ce sont des seuils que j'ai trouvé, que ce soit dans des livres, dans des papers, qui me semblaient à peu près cohérents avec des opportunités d'investissement importantes. Donc à vous de trouver on va dire, vos nombres d'or. Ensuite, on a la phase du scoreur. Alors, elle est un peu plus exotique. L'idée, c'est que on va créer un F-score. Donc, un F-score, c'est juste on additionne. En gros, par exemple, on dit le current ratio est supérieur à tel truc. Alors, je lui ajoute 1 ou je lui ajoute pas 1, je lui mets 0, etc. Ensuite, elle nous donne un F-score. Ensuite, on va calculer le nombre de grammes. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est racine de 25 fois PB fois PE. Voilà. Ensuite, je calcule, ça c'est intéressant, je calcule le pourcentage de sous-évaluation d'une entreprise par rapport au nombre de grammes. Par le passé, j'ai trouvé que c'était une stratégie qui fonctionnait pas mal. Donc j'espère que ça fonctionnera sur ce pipeline. Ensuite, on va avoir le ratio de Sharpe, la croissance, la vol, qui sont assez importants aussi. Alors voilà, la formule du score global, c'est juste le nombre, pardonnez-moi, le poids que je vais donner à chaque score, à chaque, on va dire, artefact, pour ensuite accumuler tout ça et faire le score global. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'optimisation HRP. Alors cette optimisation-là, elle est plus complexe que Markowitz. En gros, Markowitz, c'est quoi? C'est on minimise la variance
sous une contrainte. Ok. Là, l'idée c'est, donc contrairement à l'optimisation de Markowitz, qui est très sensible aux erreurs d'estimation de la matrice de covariance, HRP est plus robuste car il utilise une approche hiérarchique pour diversifier le risque. En gros, plus les actions sont volatiles, moins elles vont être pondérées dans le portefeuille. C'est Marco Lopez de Prado qui a, on va dire, inauguré cette stratégie, cette technique. Et en gros, dans le livre, donc le livre que je vous ai montré dans une précédente vidéo, il montre que Markowitz, etc., en InSample, ce sont des stratégies qui marchent relativement bien. On va avoir aussi l'Equal Weight, qui est en gros, on fait 1 sur n, qui est n le nombre d'actions, qui nous donne donc une équipondération qui fonctionne assez bien. En revanche, en out of sample, c'est vrai que le HRP a tendance à mieux performer parce qu'il est moins sujet, ou du moins influencé par les risques conjoncturels. Admettons que là, récemment, Trump il ait fait quelques bêtises. Le portefeuille devrait mieux s'en sortir parce que les entreprises les moins volatiles sur X temps sont plus pondérées que les entreprises très volatiles. Alors oui, si on pense comme ça, c'est sûr que sur du court terme, si on est dans un bull, on va moins bénéficier du momentum, c'est certain. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi penser à la sécurité, et c'est vrai que sur l'investissement avec des entreprises aussi volatiles qu'on peut avoir aujourd'hui sur les marchés, comme Nvidia, etc., c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir un système qui sécurise. Ok. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis un peu les formules utilisées, mais il y a des modules qui existent pour ça, même si moi j'ai quand même codé via le livre de Marco Lopez et Prado, pour avoir vraiment quelque chose de très clean, on va dire. Ok. Donc on utilise la récursivité pour en gros prendre un cluster, le diviser en deux, voir quel cluster explique le plus la variance globale, et ensuite pondérer en fonction de cette variance, donc inversement à cette variance-là. Ok. Donc on va passer au code. Je vous rappelle brièvement donc les ratios qui ont été utilisés. On importe tous mes modules, donc là ce sont des modules que j'ai codés à l'intérieur de mon pipeline. Alors là on s'embête pas, AllTicker et DFScreen, moi je les ai ajoutés dans un cache, parce que c'est vrai que le code avait tendance à être très lent pour download toutes les informations via Yahoo Finance. Donc j'ai demandé à mon copain Jiminy comment diminuer ce temps. D'une part, il m'a fait du multithreading, donc c'est en gros, on divise les tâches par 10. Si je dis pas de bêtises, j'ai utilisé 10. On divise les tâches, comme il y en a une qui est finie, donc quand un processus qui est fini, l'autre attaque directement, et tout se fait en parallèle. Donc là, j'ai du cache, donc c'est-à-dire que toutes les données que j'ai déjà téléchargées et et dont il n'y a pas de nouvelles données, donc demain, ça devra retélécharger. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, non. Donc toutes les données que j'ai déjà téléchargées sont stockées en local ou sur mon repo, je sais plus. Enfin bref, c'est stocké, donc j'ai pas besoin de le refaire tourner. Ok, donc là, ensuite, donc j'explique qu'on prend les outliers. Alors pourquoi j'ai fait ça? Si vous voulez, lorsque je vais calculer mon score, je vais avoir un score regardez, je vais vous montrer. On dit au scoreur d'aller chercher toutes les informations qui nous manquent. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le quantile des entreprises, des 20% des entreprises les plus, on va dire, prometteuses par rapport à mon score, et je les ai mises dans un data frame. Voilà. Donc en l'occurrence, normalement, alors c'est un peu long, donc je vais couper. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu tout ce que j'utilise. Voilà, donc là on a le nom, enfin c'est un data frame, rien de plus normal, mais si vous voyez, regardez à droite, on a le total score. Et donc j'utilise le total score des meilleures entreprises. Ok. Ensuite, quelque chose que j'ai ajouté ce matin, c'est l'idée que, si vous voulez, en dehors de ce pipeline, donc du scoring, etc., je fais aussi une veille économique, et des fois il y a des entreprises qui peuvent être intéressantes et qui ne sont pas forcément retenues par le modèle, ce qui est compréhensible. Admettons que, je ne sais pas, une entreprise comme Coherent ou Ionic dans le quantum informatique ait signé des contrats très importants avec Google, etc.
c'est vrai que ça demeure intéressant de les rajouter au portefeuille. Donc ce matin, ma petite activité, c'était de créer une liste manuelle donc d'entreprises que j'ai déjà trouvées pour l'ajouter au portfolio final. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé Manual List, etc. J'ai ajouté Bloom Energy, plein d'entreprises. J'ai pris, c'est important parce que je veux quand même garder une certaine stabilité dans mon portefeuille, mais aussi une simplicité. C'est-à-dire que là, les entreprises que j'ai prises, j'en ai pris que 10 qui sortent du scoring et 6 qui sortent de moi, mon biais macroéconomique, etc. Donc c'est pour ça, ça me fait 15, en fait, il faudrait entre 10 et 20 entreprises. Sinon, au-delà, c'est assez compliqué à gérer, même gérer seul, c'est compliqué. Je pense qu'on n'est plus assez efficient, je dirais. Donc ensuite, on crée notre objet portfolio, donc, qui vient de la classe portfolio, optimizer. Alors moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas encore si c'est assez efficient, il faudrait que j'ai un peu regardé, c'est vrai que ça mérite réflexion, c'est que j'ai mis des max et des min au niveau des poids que j'alloue à chaque entreprise. Il faut savoir que la diversification en investissement est la clé. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai max la weight à 20% et minimum 1%. Donc là, on met un capital lambda. Sauf que le truc, c'est que, admettons qu'il y ait une entreprise qui est sans paramètres max et min devrait être pondérée à 30%. Initialement, là, elle va être pondérée à 20%. Et donc, son poids, donc les 10% d'écart, vont être dilués dans d'autres entreprises. Donc, je ne sais pas si sur du long terme, c'est une fonctionnalité judicieuse ou pas. Donc, je vais voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas d'autre idée. Parce que je voulais pas être trop exposé sur certaines entreprises. Ok. Donc là, notre objet portfolio, on lui applique la fonction optimize. Donc on utilise la méthode HRP, une méthode qu'on a codée dans HRP Engine. Donc là, on affiche les résultats. Alors, c'est cool. On va les afficher en grand quand même, parce que bon, faut pas déconner. Ok. Donc là, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, donc on a un beau petit graphique en bas de son, avec toutes les entreprises qu'on a dans notre portefeuille. Donc là, comme vous pouvez le voir, les entreprises les plus volatiles, à savoir Bloom Energy, Current, Ionic et Nvidia, sont beaucoup moins pondérées. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, la pondération de chaque entreprise est une fonction inverse de la variance de chaque entreprise dans le portefeuille global. Ok, alors CBOE, j'ai découvert cette entreprise il n'y a pas longtemps. En gros, c'est une entreprise dans les services financiers qui a fait d'énormes performances sur le VEX et lors de crash conjoncturels. Donc c'est assez intéressant de pouvoir hedger ses positions avec ça. Ok. Donc là, la répartition sectorielle, ça demeure la même chose qu'en haut. En soi, on voit juste ce qui se passe. C'est interactif, c'est cool. C'est toujours ça de prix, pardonnez-moi. Ok. Donc là, on a le poids en pourcentage et le montant global de notre portefeuille à allouer à chaque entreprise. Donc on fait la somme et ça nous donne notre montant global qu'on a défini au début. Okay. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait aussi des exemples de haute pondération. Donc là, on va avoir la pondération avec Markowitz, donc, qui est la minimisation de la volatilité. Ok, donc c'est pas la même, pondération que les autres, que l'autre qu'on vient de voir. On voit ici une récurrence au niveau des allocations minimum, donc ça va être toutes les entreprises assez volatiles, même si Goldman Sachs et Caterpillar ne demeurent pas les entreprises les plus volatiles. Et ensuite, on va avoir les entreprises plus pérennes avec des fondamentaux plus long terme et structurels, comme Volvo par exemple, qui est une entreprise que j'affectionne particulièrement. Ok, donc là on va retrouver le même graphique que tout à l'heure, on redescend, et là donc c'est intéressant, alors on se met encore une fois en grand écran, voilà, là c'est juste une equal weight, donc ça vous montre quel est le portefeuille, tout avait été pondéré de manière équitable. Ok.
Là, on part sur un morceau un peu plus intéressant, sur lequel je pense que je ferai une vidéo dédiée. C'est l'idée selon laquelle on va pondérer notre portefeuille en fonction du régime dans lequel on se trouve. En l'occurrence, là, on se trouve dans un régime, admettons, avec tout ce qui pourrait se passer au niveau du prix du pétrole qui a relativement augmenté, la guerre, etc. On va peut-être se retrouver dans une, je sais pas, une récession inflationniste, comme dirait ce bon vieux Gave, mais là, l'idée, c'est d'utiliser un modèle de Markov caché, donc c'est un modèle mathématique qui a pour caractéristique d'essayer de trouver des phases différentes dans une série temporelle. Donc de retrouver des patterns qui font et qui expliquent le certain comportement de la série temporelle. Donc le modèle de Markov caché peut sensiblement aider par exemple pour savoir si un marché est dans une faible ou basse période de vol par exemple. Je vous invite à aller voir la vidéo de French Quant qui traite de ce sujet-là de manière assez pointueuse et intéressante. Voilà, donc en gros l'idée c'est on va par secteur et par phase macroéconomique, par régime donc, on va pondérer chaque secteur différemment selon si la vol est élevée, si l'inflation est élevée, etc. Ça peut nous permettre d'avoir dégagé un certain edge, je pense, sur du long terme parce qu'on s'adapte. Alors il ne faut pas oublier dans ce cas-là les frais de transaction. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le trading game en général, on n'en entend pas trop beaucoup parler, mais l'idée c'est quoi? C'est chaque transaction va nous coûter un billet. Admettons que je veuille sur Trade Republic, je sais qu'on prend 1%, 1 euro à l'entrée, 1 euro à la sortie. C'est là que demeure un peu des fois le problème, c'est si votre capital n'est pas assez important, vous allez cramer une majorité de votre profit en frais de transaction. Donc je vous invite vraiment à faire très attention, à prendre des précautions avant. Si vous avez un petit capital, je vous invite à pondérer votre portefeuille de manière plus long terme, c'est-à-dire trimestriellement, semi-annuellement ou annuellement, si vraiment vous êtes sur une vision long terme. Si, comme moi, vous avez des frais de transaction relativement faibles et un capital un peu plus élevé qui vous permet de pouvoir faire des transactions de manière récurrente, alors là, c'est vrai qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les trimestres, c'est très intéressant parce que vous changez un peu votre portefeuille, vous diversifiez un peu plus et donc vous voyez si la stratégie fonctionne ou pas. Ok, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple là, le modèle de Markov caché, je ne l'ai pas codé encore, c'est un peu la prochaine étape de ce gros pipeline, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Mais l'idée donc, c'est que donc, la liste allocation, enfin le dictionnaire allocation, pardon, prend chaque secteur d'activité et lui donne un certain poids dans le portefeuille. Donc là, par exemple, et ensuite, il faut savoir que pour chaque secteur d'activité, on va lui appliquer la méthode HRP. C'est là qu'est un peu la subtilité, c'est qu'on pourrait juste dire, bah écoute, on prend chaque secteur, si on a 4 entreprises dans le secteur, bah on fait 1 sur 4 et on pondère dans ce secteur-là. Donc admettons, en technologie, on a 4 entreprises, donc ça fait 25% par entreprise. Ça fait 0,40 fois 0,25 qui nous donne la pondération totale de l'entreprise par rapport au portefeuille global. Ok, donc là, pardon, je perds mes mots complètement, là, je suis bouche bée par cette magnificence, en fait. Non, sans blague mise à part, là, le code nous montre, donc on l'exécute, etc., nous montre que allocation nous expose plus à technologie. Donc là, on va aller voir, technologie, tac, donc on a PTC, on a Applied Materials et on a Nvidia et Micron. Donc c'est assez intéressant parce que même si technologie maintenant est forcée à être à 40%, Nvidia est toujours une des entreprises les moins pondérées du portefeuille, étant donné la variance qu'elle a sur du long terme. Présenter un peu le pipeline et la logique, donc n'hésitez pas à vous en inspirer parce que je pense que ça demeure assez intéressant d'utiliser tout ça.
moi, pour ma part, je vais tester ce pipeline, on va dire. Alors, il faut savoir quelque chose d'important, c'est que je n'ai pas pu backtester. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème étant les data providers. Yahoo Finance ou d'autres data providers comme ça ne permettent pas d'avoir accès aux ratios financiers, enfin gratuitement en tout cas, aux ratios financiers sur X années. Le souci étant que je peux avoir accès aux ratios financiers que sur l'instant T, donc aujourd'hui, enfin les derniers en tout cas. Donc le problème qu'on pourrait soulever ici, ou l'improvement qu'on pourrait faire, ça serait vraiment de backtester la stratégie de manière rigoureuse, même si dans la logique, ça devrait fonctionner relativement bien. Et moi, sur l'empirique, c'est vrai que j'avais une stratégie similaire, un peu moins poussée, qui a quand même très bien fonctionné depuis un an. Voilà, à voir. Donc faites attention, prenez ça avec des pincettes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, elle était un peu plus détente que d'hab. J'ai kiffé, moi, l'affaire, voilà. Petit setup, tranquillou. Voilà, quoi. Sur ce, moi, je vous fais un petit bisou. Hein. C'était Léo. Ciao.